grande forêt domaniale française. Sa situation en Île-de-France, sa richesse naturelle unique et son histoire ont assuré sa renommée et sa popularité bien au-delà de nos frontières. Chaque année, des millions de visiteurs arpentent ces sous-bois qui s'étendent sur une superficie qui représente 2 fois celle de Paris. Mais les promeneurs ont-ils vraiment conscience que la véritable nature de Fontainebleau est étroitement liée à l'histoire des hommes? Une longue histoire dont l'Office national des forêts est l'une des héritières et dont elle écrit aujourd'hui un nouveau chapitre. Bonjour, Simon. Victor Avlas. Bon, enchanté. Depuis longtemps, l'exploitation de la forêt par les hommes dessine les paysages de Fontainebleau. Mais les prémices de cette histoire nous viennent d'un passé plus lointain encore. Qu'est-ce qui caractérise la forêt de Fontainebleau? La forêt de Fontainebleau, en fait, c'est d'abord plutôt son sol qui la caractérise. C'est-à-dire qu'on est sur du sable avec des cahots rocheux, donc des pierres en fait, qui sont amoncelées. Ouais. Et c'est un héritage du passé, puisque cette géologie-là est née il y a 35 millions d'années, avec la mer Stampienne qui était là, présente sur le secteur. D'accord, et donc la mer, en se retirant, a laissé... Du sable, D'accord. ça formait des dunes, les grains de sable sont agglomérés, ça formait du grès par endroits, et ensuite il y a l'érosion qui a fait son œuvre et qui a amené les paysages d'aujourd'hui. On a du chaos rocheux, des pins, très belles photos, mais comment ce paysage a évolué? Au 19e siècle, les forestiers plantaient des pins à cette époque-là pour combler les vides. Parce que le forestier avait horreur du vide et disait « moi je m'occupe de forêt, donc je veux avoir la forêt, je ne m'occupe pas d'espace ouvert ». On a planté du pin parce que ça poussait bien par rapport aux autres essences qui mouraient du fait de la sécheresse, du sol sableux. L'eau, on n'a pas d'eau à Fontainebleau. Ouais. Donc pour les arbres, c'est assez compliqué, il n'y a pas toutes les espèces qui supportent ça. Ouais. Et aujourd'hui, on a une forêt qui a un mélange de pins, de chênes et de hêtres principalement, avec un peu de bouleau aussi en mélange. Quel est le but de ce chantier? On est sur le secteur de Barbizon, à côté là où étaient les pins de Barbizon, et on essaie finalement de redécouvrir, remettre à jour le paysage qu'ils connaissent à l'époque. Un paysage qui est beaucoup apprécié aussi du public aujourd'hui, c'est les cahots rocheux, qui étaient complètement envahis par le pin de façon naturelle, puisque le pin revient naturellement ici. Ah oui, donc le nef n'est pas juste un coupeur et un vendeur de bois. C'est aussi un paysagiste, un naturaliste. Et aujourd'hui, on a l'enjeu d'accueil, l'enjeu environnemental, l'enjeu de production de bois aussi, l'enjeu de chasse. Voilà, on a tous ces enjeux qui se regroupent. Ça, c'est le rôle de l'ONF. Le rôle de l'ONF aujourd'hui, c'est de concilier ces enjeux sur une forêt sans avoir forcément à sectoriser la forêt. Véritable signature des paysages de la forêt de Fontainebleau, les cahots rocheux sont aussi un obstacle à l'utilisation d'engins modernes dans la gestion de la ressource forestière. Oh, c'est presque bien. Encore. Bon, arrête, c'est pas la peine. Hop, recule, à gauche. L'Office national des forêts fait donc appel à Gilles Marty et à ses chevaux de trait pour débusquer les troncs dans cet environnement fragile et peu accessible. C'est bien. This one next, please. To open. Thank you. Ah, donc vous êtes un peu bûcheron aussi? Faut commencer par là. Ouais. C'est pas un métier du cheval, c'est un métier du bois. Savoir servir d'une tronçonneuse, connaître les bois. Allez, allez. Les arbres qui penchent comme ça. Dans le métier, on appelle ça un fabricant de veuves. Ah. Voilà. Et alors, c'est quoi cette variété de cheval? Alors ça, c'est un trait ardennais. Donc c'est une race très très bien adaptée pour faire ce boulot-là. Ouais. Très rustique. Très puissante. Puissante, très calme. Un mental d'acier. Et ça peut tirer jusqu'à quel poids? Alors ça, c'est la question, que tout le monde pose. C'est l'œil du patron qui dit ça y va ou ça y va pas. Oui. Hop, c'est bien. Et oh, oh, oh. Faut 80 cm pour un cheval, 2,50 m pour un tracteur. Ok. C'est ça la différence. Hey. Hop.
Si on veut que le débardage à cheval perdure, il faut qu'on le mélange avec les machines. C'est un outil comme un tracteur, comme un outil maniable qui permet d'aller dans des endroits où on ne peut pas aller avec les machines, dans des zones sensibles. C'est là qu'il faut l'employer. Ah, ça coince, hein. Allez, hop, à droite. Respectueuse des sols et de l'environnement forestier, cette technique ancestrale renaît depuis une vingtaine d'années. Elle reste malgré tout marginale et seule une dizaine de débardeurs à cheval exercent aujourd'hui en France. Cette partie de la forêt faisait le bonheur des artistes romantiques et des peintres naturalistes du XIXe siècle. Au milieu de cette hêtraie, il est facile de comprendre pourquoi ils ont décidé de poser leur chevalet ici, au milieu de cette palette offerte par la nature. Je réalise maintenant que ce paysage est en fait le fruit de générations successives de forestiers. D'abord principalement tapissés de bruyères et de résineux, d'autres arbres, comme de grands voyageurs cessant d'être nomades, sont venus planter leurs racines ici. Des hêtres géants et peu partageurs qui lancent leurs branches au plus haut dans le ciel pour boire toute la lumière. Des chênes droits ou torturés, ou des bouleaux à l'écorce blanche. Alors, ce que je trouve assez intéressant dans ce coin de forêt, c'est que dans la palette des verts, donc le vert c'est vraiment du bleu et du jaune, donc si on met beaucoup de jaune dans notre verre, on va avoir un vert chaud, donc un vert clair, et si par contre on met plus de bleu, ça fera un vert froid. Le houx en fait la bonne démonstration, donc le côté pile de la feuille de houx est un bleu très froid, très dense, et le côté face, beaucoup plus de jaune. Donc voilà, ça fait un peu la démonstration du spectre du vert. Et ici, on est dans un endroit très vert-bleu, donc un vert froid. D'ailleurs, il fait un peu plus frais ici. Et je crois que c'est dû à la présence justement de beaucoup de houx au sol qui donne un tableau tout à fait différent de ce qu'on a pu voir un peu avant dans la forêt. Chaque bosquet a son spectre chromatique de vert. Et ici, c'est un vert froid. Mais c'est très graphique. Parce qu'il faut savoir que les couleurs froides, donc qui vont du bleu jusqu'au vert bleu, sont perçues par l'œil comme plus lointaines. Tout ce qui est couleur chaude est perçu plus proche. Et donc ce vert bleuté crée ici une espèce de profondeur tout à fait particulière qu'on n'a pas ailleurs. En hommage à Victor Hugo, j'avais ramassé ça. Du houx vert et de la bruyère en fleurs. Victor Hugo d'ailleurs disait de la forêt de Fontainebleau que c'est une cathédrale. Cathédrale. Véritables ambassadeurs de la forêt, les cahots rocheux de Fontainebleau sont prisés par les grimpeurs du monde entier. Mais pour qui veut regarder de plus près, ils sont bien plus qu'un terrain de jeu pour amateurs d'escalade. J'ai du mal à croire que cette forêt n'a que 1000 ans. En parcourant ces rochers, je me suis toujours demandé à quand remontaient les graffitis des premiers visiteurs. Ici, dans la grotte des voleurs, les périodes de l'histoire se chevauchent et se superposent.
Avec Alain Bénard, dont la passion est de déchiffrer ces inscriptions, je devrais pouvoir trouver la trace des plus anciennes. C'est un abri très grand. Pour Fontainebleau, c'était exceptionnel et qui a servi d'habitat. D'accord. C'est très rare puisque la plupart sont trop exigus À quelle pour avoir période? été habités. Les plus anciens vestiges, là, c'est peut-être moins de 80 000 ans. Alors là, il faut un petit éclairage. C'est un peu dans la pénombre, là. Ok. Alors généralement, les abris sont dans une pénombre relative. On voit les gravures comme ici, là, à la lumière du jour, surtout quand il y a du soleil. Voilà. Donc une brosse douce de tapissier pour éviter de refaire de la gravure. Parce qu'avec une brosse plus trop raide, on finirait par rayer. Alors c'est ce qu'on appelle une triple enceinte. Ce sont 3 carrés concentriques avec des médianes qui ne vont jamais jusqu'au centre. Alors c'est un symbole chrétien puisqu'on retrouve ce genre de gravure sur des églises du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Enfin plutôt XIIIe, XIVe siècle. Est-ce que ça représente le monde, la terre, le ciel et l'eau avec les points cardinaux ou la Trinité? Enfin on n'en sait rien. On n'a aucune explication sur la signification dans le contexte chrétien. Alors là, oui, il y a eu des... Je pense que c'est quelqu'un a voulu en fait annuler peut-être la signification, le baran. Ouais. On a l'impression que c'est un geste iconoclaste en fait, puisque c'est le seul cas connu de triple enceinte qui visiblement a été détérioré volontairement. Alors à côté, on a une double enceinte, il y en a que 2. Alors là, ça nous pose problème parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a dit précédemment. Et on n'en connaît que 4 ou 5 exemplaires. Comme si c'était une triple enceinte inachevée. Mais ce qui n'est pas le cas. Elle est tout à fait normalement constituée. On se lance dans des explications très savantes sur la triple enceinte, puis à côté, il y a un symbole voisin Qui fout tout en l'air. qui fiche tout en l'air. Pour la masquer, on met un petit peu de sable. Ça évite des graffitis, parce qu'on s'est aperçu que le graffiti attire le graffiti. Comme le papier gras attire le papier gras. Quand c'est propre, ça reste propre. Alors dans un endroit peu accessible, voilà. Vous voyez ces grandes grilles là, ce qu'on appelle un quadrillage, vous voyez là, Ouais. en tablette de chocolat là. C'est la gravure la plus répandue, mais qui n'est jamais identique. La structure graphique est toujours la même, le quadrillage, mais qui est plus ou moins grand suivant les cas. Le grès, c'est une roche très dure, on ne grave pas en 2 minutes. Il y a une signification à ce Eh bien non. tablette de chocolat? Ben non. Alors j'ai fait les statistiques pour savoir s'il y avait une constante dans le nombre de mailles, Oui. et il n'y en a pas. L'interprétation de ces gravures demeure en grande partie un mystère à élucider. C'est une passion sportive. Ah oui, oui. Elle témoigne de la présence de l'homme dans la région depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Plus de 1200 abris ornés sont répertoriés à ce jour en forêt de Fontainebleau et dans toute l'Essonne. Une richesse de témoignages du passé unique en France. On dirait une bouche de poisson. Ouais, c'est très curieux. Une conque. Une conque. Ah oui. Une conque, ouais, ça c'est. Alors là, on a par exemple des gravures narratives, ce qui est très rare. Du 19e. Ah oui. Du Oui. 19e, un loup est passé par ici. Les moissons ont commencé en 1822. C'est pas mal ça comme histoire. Ça devait marquer le rythme de vie de ces gens-là. Et alors là, il y a des gravures de pieds. Gravure de pied. C'est ici, là. Alors c'est pas un pied, c'est une semelle en fait. Ouais. Si on voit pas les doigts de pied. Il y a une signification particulière. Ah ben non, là c'est... Ce ne sont pas des gravures qui sont issues d'une pensée collective, ça, ce sont des initiatives individuelles. Lorsque vous avez un art rupestre qui est codifié, avec des motifs très répétitifs, vous pensez bien que le graveur, on lui impose des gravures. Il ne grave pas ce qu'il veut. Il y a un code. Là, ce sont des gravures historiques qui sont laissées à l'initiative du graveur. Il n'y a pas d'indice dans... Ben, le contexte, c'est des graffitis modernes, ça c'est pas vieux. C'est pas vieux du tout. Enfin, moderne pour vous, déjà très ancien. Ah, moderne, oui. Ah, ben, les temps modernes, ça commence avec la Renaissance, Oui. officiellement. Donc, là aussi, ce sont des termes un peu vagues. Ouais. J'ai l'impression qu'à travers les pétroglyphes des abris de la forêt de Fontainebleau, c'est comme si on avait un dessin chronologique de la grande histoire de moins 80 000
avant-hier. Ben oui, tous les hommes qui se sont succédés sur place ont voulu laisser une petite trace écrite. Hein. C'est universel, l'art rupestre, c'est universel. Universel et à travers le temps. Universel dans l'espace et dans le temps. Ouais. Voilà, c'est vraiment un des universaux de la nature humaine, ça. À chaque période de l'histoire, son lot de témoins, et ce, depuis la nuit des temps. N'est-ce pas là une définition de l'art? Témoigner de son temps? Les graffitis récents sont souvent moins travaillés que par le passé. Pensons aux promeneurs du futur, qui découvriront qu'au XXIe siècle, les hommes étaient bien trop pressés pour soigner leurs témoignages. Je voudrais camper en forêt, mais c'est désormais interdit dans les forêts domaniales ou nationales. Bonjour. Je dois tenter ma chance dans un bois privé. Je me suis demandé... Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous ennuie si je plante ma tente dans votre forêt? Écoutez, là-bas, il y a une clairière. Vous pouvez vous mettre là-bas, D'accord. si vous voulez. Super. OK? Eh ben merci beaucoup. Pas de problème. Bon, Là-bas. bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Avec l'accord de mon hôte, j'ai le privilège de pouvoir installer mon campement pour la nuit et de faire du feu pour me réchauffer. Le feu est espiègle. Comme un enfant turbulent, il exige une vigilance toute particulière au risque de devenir un monstre dévoreur de sous-bois. La forêt possède en réalité deux visages, celui du jour et celui de la nuit. Faune et flore ne cessent pas leur activité la nuit pour reprendre le jour. Le cycle est à l'œuvre en permanence. Oh, comme c'est bon. J'ai appris à lire le ciel étoilé de l'hémisphère nord pour me repérer, mais aussi pour nommer celle qui dessine le spectacle grandiose offert chaque nuit par la voûte céleste. Je quitte mon campement avant les premières lueurs du jour pour retrouver un spécialiste d'une autre espèce animale qui ne survivrait pas sans les étoiles. L'ornithologue Didier Sénécal m'attend au marais de l'Archamp, qui se trouve à la lisière de la forêt. Alors, ça sert à quoi exactement ces grands filets? Alors, ce sont des filets qui sont dissimulés entre deux écrans végétaux et qui vont nous permettre d'attraper des oiseaux migrateurs. Ils sont dissimulés dans la végétation. Ce sont des filets de couleur noire en nylon. Hein. Ça marche avec des poches. C'est-à-dire que l'oiseau ne voit pas le filet, il bute dedans, il tombe dans la poche, et là il s'en mêle. On cherche à attraper à cette saison merle, grive musicienne, grive mauvice, rouge-gorge, hein, essentiellement. Et pourquoi ça voyage de nuit? La plupart des petits oiseaux, des passereaux, voyagent la nuit. Parce qu'ils se servent en grande partie des étoiles pour se diriger. Peut-être du fait de ma présence, peut-être à cause des bruits de notre discussion, ni les chants enregistrés, ni les leurs n'auront trompé la vigilance des volatiles de passage. Dans ces filets se sont pris des oiseaux suédois, norvégiens, belges, hollandais, anglais. Et les oiseaux que je bague, il arrive qu'ils soient retrouvés en Espagne, au Portugal ou dans d'autres régions de la France, quoi. Ici, on est sur un axe Belgique-Espagne. Hein. D'accord. Un axe nord-est, sud-ouest. Et puis au printemps, ce sera l'inverse, un axe sud-ouest puisqu'il remonte nord-est. Le marais de l'Archamp, c'est tout simplement le plus grand, le plus beau marais d'Île-de-France. Mais ce qu'on a en plus à Fontainebleau, c'est un petit côté méditerranéen. C'est-à-dire que pour beaucoup d'espèces, aussi bien en ce qui concerne la flore que la faune,
on est vraiment la limite septentrionale des aires de répartition. De temps en temps, on voit passer le circaète Jean Leblanc, qui niche d'ailleurs à Fontainebleau. Il y a un couple qui est un aigle, si on peut dire, qui se nourrit essentiellement de reptiles, de serpents. Ok. Alors, plus au nord, c'est fini, il y en a, ça n'existe plus. Vous voyez, on est vraiment la limite septentrionale, quoi, hein. Un ornithologue, un naturaliste en général, il est ici avec un tout petit peu d'imagination. Bien qu'on soit à 80 km de Paris, on a l'impression d'être en Camargue, vous voyez. Seul véritable point d'eau de la forêt de Fontainebleau, le marais de l'Archamp a un destin étroitement lié à la présence de l'homme. Il y a plus de 10 000 ans, le peuple dont il assurait la subsistance lui rendait hommage en vouant un culte aux divinités des eaux. C'est sans doute là l'origine profonde de ce qui fait de l'Archamp un endroit mystique, jusqu'à devenir au XIIe siècle un haut lieu de la spiritualité chrétienne. Dans ce lieu si calme, je ressens l'écho d'un lointain passé. Les eaux du marais et des fontaines environnantes avaient, dit-on, le pouvoir de guérir les fous et les possédés, attirant en ces lieux de nombreux pèlerins qui firent la renommée de l'Archamp la médiévale. Creusement de canaux pour l'élevage de poissons, fauchage des roseaux, pâturage de bovins et de chevaux, exploitation forestière. Pendant toute l'histoire du marais, les activités humaines l'ont entretenu et préservé. Ah, vous avez une belle vie, les mecs, ici. Mais à la fin des années 1970, l'état du marais livré à lui-même était très préoccupant. Pour éviter sa disparition, il a fallu rétablir la diversité originelle des habitats. Sous l'égide de Jean-Charles de Moutier, propriétaire des lieux, un réseau de canaux est creusé et le reste laissé en réserve intégrale. Avec le temps, la vie reprend ses droits dans le marais. Le succès de l'entreprise est tel que depuis 2008, le marais de l'Archamp est classé en réserve naturelle régionale. Aujourd'hui, Victoire de Moutier a repris en charge la gestion de cette réserve biologique exceptionnelle de 110 hectares que son père a contribué à sauver. À l'heure actuelle, on est la réserve la plus riche d'Île-de-France. D'accord. La plus riche en termes en faunistique et floristique. D'accord. Ouais. Et on a encore, on va dire, tous les quelques mois, on redécouvre des nouvelles espèces qui viennent d'arriver et qui sont rares, ou alors qui étaient là mais qu'on n'avait pas étudiées. Et donc, on augmente un peu notre spécificité. On va aller faire une petite balade. Ouais. Tu vas voir, je suis plutôt sympa comme cavalier. Ouvert aux chercheurs, le marais de l'Archamp est désormais l'objet d'études approfondies de sa faune et de sa flore à la richesse remarquable. Tu vois là, le niveau de l'eau il a vachement remonté, on avait presque plus d'eau là, à une époque. Ça remontait quoi, en un an, ça En 2 ans, 2-3 ans. 2-3 ans. Ouais. Ça, c'est ce dont on parlait, la partie réserve intégrale, où on ne fait rien. C'est hyper marécageux. Ça se voit d'ailleurs. T'as tout qui pousse, et là ça se gère tout seul. Le caractère atypique de ce paysage, son importance écologique et sa fragilité, imposent une attention particulière afin de mieux comprendre et protéger ce joyau méconnu de la forêt de Fontainebleau. Et à considérer la forêt de Fontainebleau, est-ce que c'est le seul endroit où... Regardez-moi comme c'est beau, mais regardez-moi comme c'est beau. Il y a quand même une famille de cygnes à la pêche. C'est très bucolique. Je t'emmène à la pêche avec une famille de cygnes. En cette fin d'automne, les eaux refroidies du marais calment l'appétit des poissons qui s'apprêtent à hiberner. Peu importe. Pour Benoît de Villemorin, attraper du poisson n'est pas forcément l'essentiel dans l'art de la pêche.
Ce qui est génial avec la pêche, c'est que c'est une activité où le temps t'échappe. Et finalement, le temps, c'est la chose qui nous hante le plus, c'est la chose qu'on maîtrise le moins. Et à la pêche, tout d'un coup, tu es ailleurs, tu es concentré, tu te transformes toi-même un peu en prédateur. Donc, il faut être attentif. Et en même temps, tu es dans la nature, c'est beau. Et donc, il y a une espèce de magie qui se passe où tout d'un coup, le temps s'annihilie. Une des caractéristiques sympas du pêcheur, c'est que c'est un personnage qui est toujours rempli d'espoir. Ça, c'est bien, ça. Parce que grâce à ça, tu es toujours en train de te dire il va se passer un truc, quoi. Ouais. Tu as envie qu'il se passe un truc, toujours. Le marais de l'Archamp baigne dans une atmosphère de bout du monde. Il ressemble à un lieu originel où tout commence, où tout s'achève. Dans une apparente immobilité, le lieu évolue et se transforme à chaque heure du jour, à chaque saison, et ce, depuis plus de 10 000 ans. Situé à une extrémité de la forêt, comme une tête de proue, le marais prend soin du bois et des hommes, de la faune et de la flore, leur offrant l'or bleu, la nourriture ou le refuge. Difficile de se perdre en forêt de Fontainebleau. Dès le XVIe siècle, Henri IV fait tracer la route ronde. Puis au cours de leurs règnes successifs, les rois de France quadrillent la forêt de routes droites et de carrefours en étoiles. Des aménagements qui facilitent leur déplacement et la traque du cerf ou du sanglier lors des chasses à courre. Au XIXe siècle, tout change. Gardien des grandes et petites histoires de la forêt, Jean-Claude Polton parcourt inlassablement ses chemins sur les traces d'un tout nouvel usage de la forêt qui apparaît à cette époque. Fontainebleau était un haut lieu de la chasse à courre, des chasses royales. C'était aussi un haut lieu du tourisme, du fait, d'une part, de sa proximité de Paris, et d'autre part, parce que la mode du tourisme à Fontainebleau a été lancée, si je peux dire, par les peintres de Barbizon et les écrivains romantiques. Ce qui a donné l'idée aux bourgeois parisiens de venir se promener à Fontainebleau. Vers quelle période? Alors on est en 1830-1840. Les premiers touristes se promènent en calèche et très vite, Claude-François Donnecourt, qui est à Fontainebleau, voit ces calèches partir et il dit aller dans la forêt, oser pénétrer à l'intérieur de cette forêt, parce que regardez ces beaux rochers, il y en a encore plus pittoresques que les autres que j'ai repérés là-bas, et il va tracer de ci, de là, à partir de 1842, donc ce sont les premiers sentiers balisés du monde, parce que très vite il va les ponctuer pour pas que les gens se perdent, de grandes flèches bleues, et ensuite il va faire des circuits qu'il va mettre en valeur dans ses guides et dans ses cartes. Ah, donc Fontainebleau possède les premiers sentiers de randonnée en fait. Voilà, les premiers sentiers de randonnée du monde. Oui, oui. D'accord, on cherche le Denko, ah bah c'est par là. En quelques années, Jean-François Donnecourt trace 150 km de sentiers, baptise des centaines d'arbres et rochers remarquables de noms empruntés à la mythologie, à l'histoire, à la littérature, et invente des légendes qui font rêver les Parisiennes en crinoline et assurent le succès de ces guides de randonnée. La forêt de Fontainebleau devient alors le dernier salon à la mode pour les bourgeois en mal d'aventure romanesque. Hommage aux deux Sylvains qui, vainqueurs du Dédale, ont dévoilé pour nous ces bois mystérieux. Oui, voilà, c'est une poésie typique du 19e siècle. Les récits de voyage qu'on lit au XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe montrent une forêt effrayante dans laquelle on ne monte pas. Donc il faut rassurer les Parisiens pour qu'ils aillent découvrir cette belle nature et donc tracer ces sentiers balisés. DFD.
Ah, DFD comme dernière folie de Neucourt. Après avoir sécurisé les promeneurs, il veut créer des espèces d'attractions, de ci, de là, pour surprendre le promeneur. Ça peut être des fontaines, ça peut être des grottes. Hein. Il invente ainsi la caverne des brigands avec la complicité du tenancier de la buvette. Et ici, c'est sa première grande réalisation où il va créer une grotte qu'il va faire dégager le sable par des carriers, ensuite soutenir par des murets de pavés, hein, pour pas que les rochers bougent. Et ses amis s'inquiètent. Tu dilapides ton héritage, vous dilapidez votre héritage, arrêtez vos folies. Et j'en fais le serment, j'arrête, ce sera ma dernière folie. D'où DFD, dernière folie de Neucourt, ou grotte du serment. Voilà, donc là c'est le tunnel d'accès avec des puits de lumière hein, qui donnent une très belle entrée. Hein. En pleine période romantique, la forêt de Fontainebleau attire de nombreux artistes précurseurs de l'impressionnisme et des courants picturaux qui marqueront le XXe siècle de leur empreinte. La folie serait-elle le point commun de toute entreprise créative ? En tout cas, la forêt de Fontainebleau a le pouvoir d'attirer les initiatives les plus inattendues. D'une folie à une autre, alors que Dencourt nous propose de déambuler sur les chemins qu'il a imaginés, vers les années 70, un groupe d'artistes mené par Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal nous propose d'évoluer à l'intérieur de leur création. Du haut de ses 22 mètres et fort de ses 300 tonnes de béton et de fer, le monstre reflète les nuances de la forêt, mais peine à s'y camoufler. J'adore le Cyclope, que je pourrais comparer à un parc d'attractions verticales pour adultes en manque d'enchantement. Cette œuvre n'a pas été créée pour le marché de l'art. Aucune galerie, aucun musée, aucun collectionneur ne pourra jamais la posséder. Elle appartient à la forêt et à ses visiteurs. Les paysages variés de Fontainebleau inspirent les artistes autant qu'ils ravissent l'œil du promeneur. Contrastant avec les futaies des vallées et des zones de plaine, les alignements de blocs de grès forment des collines qui dominent la canopée. Au sommet, ils forment des platières, de larges plateaux recouverts d'une végétation plus rase, constitués de bruyères et de petits arbustes. Seule source d'eau de cet environnement aride, la pluie forme des mares temporaires, au nom qui souligne la magie des lieux. Le sous-sol de la forêt est principalement constitué de sable qui est à l'origine des énormes barres rocheuses. Véritable trésor géologique, ce sable blanc est l'un des plus purs au monde. Il est exploité depuis le XVIIIe siècle pour la verrerie d'art, l'optique de l'aérospatiale, et a servi à la fabrication des dalles de verre de la grande pyramide du Louvre. L'un des terrains de jeu de mon enfance se trouve justement sous une platière, dans une ancienne carrière de sable souterraine. Je bravais l'interdit pour venir là, et brisais par ma présence le silence de ce monde mystérieux, où le temps semble s'être arrêté. Si la forêt est bien une cathédrale,
Je suis ici dans la crypte. Mais qui sont les hommes qui l'ont creusé? À la surface, une poignée d'hommes continue d'exploiter la ressource minérale de la forêt à la force de leurs bras. Le grès dur et abrasif qu'ils taillent en pavé émousse rapidement leurs outils et assure à la forge un travail quotidien. Je peux essayer, monsieur? Je peux essayer, moi? Ouais? Ok, alors, je vous ai vu faire. On fait comment? Comme ça? Bon. Bon, j'ai trouvé ma vocation. Normal, c'est ça taper rapide. Ça c'est froid. C'est pas resté beaucoup chaud. Ah ok, d'accord, il faut aller très vite, pendant que c'est chaud. Dernière carrière de pavé en grès de Fontainebleau en activité, l'exploitation de Francisco de Oliveira est l'héritière d'une aventure humaine et industrielle qui remonte au Moyen-Âge. En 1186, le roi Philippe Auguste décide de paver les rues de Paris. Fontainebleau et son vaste gisement de grès est idéal. La proximité de la Seine permet de transporter facilement des tonnes de pavés vers la capitale. C'est une pierre qui est très rugueuse, très abrasive. Et donc la particularité, c'est qu'elle va arracher le métal à l'époque, hein, des bandages charrettes de roues, des sabots de chevaux. Ouais. Elle va user tout ça, mais elle ne s'usera pas. Donc c'est une pierre, une fois qu'elle est posée, c'est fini, on est tranquille pendant 100, 200 ans. D'accord. C'est pas nous qui décidons comment on doit couper la pierre, c'est elle qui nous dit quand même comment elle doit se découper. Hein. Ah. Et c'est tout savoir faire du carrier, elle est là, c'est de comprendre la pierre, et la pierre, taper, l'écouter, et en fonction de ce qu'elle va lui dire, dire on va couper ici. Le fameux pif, paf, pouf, c'est le bruit qu'on entend. Okay. Pif, qu'on tapant, pif, paf, pouf. À savoir que le pif, c'est un grès qui est très, très, très dur. Okay. Voilà, ce qu'on va appeler du grès vif. Le paf, c'est du grès franc, c'est ce que cherche le carrier. Le paf. Voilà, le paf, voilà. Et le pouf, c'est un grès qui est très friable. C'est le fameux grès que, je sais pas, vous avez peut-être dû voir, vous prenez, vous le jetez, puis tac, il s'éclate. Ouais. Il s'éclate en poussière. Et pas d'explosif? Non? Rien, explosif. Que à la main? Tout à la main. Waouh! Reconnu pour ses grandes qualités de dureté et de résistance, le grès de Fontainebleau sera choisi pour la construction d'édifices prestigieux, comme le château de Fontainebleau, mais aussi le pavage des rues et des grands axes routiers de la région. Bravo! 10 tonnes? 10 tonnes, monsieur. Plus? Ça, c'est 300 tonnes peut-être. 300 tonnes? Oui. Wow. L'exploitation connaîtra son apogée au milieu du 19e siècle, avec la production de 4 millions de pavés par an. Celle-ci va décliner jusqu'à l'interdiction d'exploiter le grès en forêt de Fontainebleau en 1907, conséquence des premières mesures de protection environnementale. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers à l'époque qui travaillaient comme carriers? Mais écoutez, moi je dirais des milliers, voire des millions. Il y a un calcul qui est simple à faire, hein. C'est que la production journalière d'un ouvrier, et pour pas être 50 pavés jour, hein. Ouais. La production dans la vie d'un carrier, pas journalière, dans la vie d'un carrier, équivaut à une chaussée de 6 mètres de large, ouais. Équivaut à 2 km de long. Sur une vie entière? Sur une vie entière de carrier. Aujourd'hui, malgré quelques commandes prestigieuses, comme la fourniture de pavés pour la rénovation de la cour royale du château de Versailles, les grands chantiers se font rares. Soucieux de préserver son savoir-faire hérité de son père, Francisco tente de faire reconnaître son activité comme patrimoine vivant. Quel est votre intérêt à rentrer dans le patrimoine vivant? D'une part, c'est faire reconnaître ce métier, à savoir que je suis la dernière carrière en activité et que je suis classé comme une carrière de sable. Voilà, il n'y a aucune différence entre moi et puis ces grosses carrières de sable industrialisées, voilà, mécanisées, avec tapis roulant et autres. Et puis, entre guillemets aussi, honorer ces carriers qui ont travaillé, qui sont morts par moyenne d'âge de 40-45 ans, hein, et qui ont servi quand même à paver toutes les rues, que les gens, quand ils voient une rue en pavé, ont un autre regard sur cette rue-là, quand même. Ouais, ouais.
Et je dirais aussi, c'est sensibiliser les collectivités aussi, parce que j'ai une concurrence asiatique qui est très dure. Donc ce pavé asiatique, c'est pavé qu'on voit un peu partout, qui est couleur ocre et gris. Et me faire reconnaître en disant, voilà, j'ai un matériau local qui est fait entièrement à la main, il n'y a aucune pollution. Et savoir quand même que ces pavés qui viennent de l'Asie, ils viennent par des gros porte-conteneurs qui consomment 40 tonnes de fuel lourd par jour. Ouais. Ils mettent 45 jours pour arriver ici. 20 plus gros porte-conteneurs à eux seuls polluent autant que le parc automobile mondial. C'est votre or gris. On peut appeler ça comme ça. Voilà. Les carriers ont laissé de nombreuses traces de leur présence en forêt. Comme les forestiers, ils ont façonné une partie du paysage en laissant derrière eux des chemins empierrés et des monticules de grès recouverts de mousse. Quand l'homme se retire, la nature reprend invariablement ses droits et estompe les stigmates de l'activité humaine. Aujourd'hui, l'action des hommes vise avant tout à préserver les équilibres écologiques. En partenariat avec l'Office national des forêts, Alexandre Fauché fait paître ses brebis dans le massif forestier de Fontainebleau pour entretenir les espaces ouverts comme les clairières ou les prairies naturelles. En prévision de l'hiver, il transhume avec son troupeau vers un pâturage plus riche que le sous-bois. On va continuer sur celle-là. 570, elle est où? T'as combien de têtes? J'ai 98 agneaux, 96 brebis et 69 agnelles que j'ai achetées en juin. Donc voilà, tu fais le calcul, ça fait à peu près 260, 265. Allez, Tant qu'on en est là, il n'y a pas trop de risque, tu vois, que ça parte. Elles vont se faire aspirer par le troupeau qui avance. Et vous êtes beaucoup de bergers dans la forêt de Fontainebleau? Ah, je suis tout seul. T'es le seul berger? Ouais. Le dernier berger ou le premier berger? Bah, les deux. Le premier du 21e siècle, du coup le dernier pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui arrive après moi ou pendant que je suis là, je suis pour l'instant le dernier. Mais je suis le premier. Parce que ça fait une centaine d'années que ça a disparu de la forêt de Fontainebleau. Bon bah là, il faut croiser les doigts pour que ça suive. Ah, il y a des belles couleurs là, dis donc. Ouais, c'est magnifique. Et c'est aussi pour ça que t'es berger, pour ce genre de paysage? Bah, entre autres, ouais. C'est pour être dans la nature tout le temps, quoi. Ouais. Et puis parce que je m'éclate plus avec mes moutons que dans un bureau, tu vois. C'est contrainte d'horaire, c'est contrainte de... Il fait beau la semaine, bah, tu travailles dans ton bureau, puis si ce week-end il pleut, bah tant pis pour toi. J'étais pas heureux là-dedans, tu vois, j'étais pas bien. J'arrivais pas à me retrouver. Alexandre est né à Melun. Il a grandi en ville dans une famille sans lien avec le monde agricole. Devenir berger était donc loin d'être un destin tout tracé pour cet enfant de la ville. Ah non, il y a des glands, putain! Allez, allez! En ressuscitant cette activité pastorale en forêt de Fontainebleau, il a fait le choix d'une vie résolument tournée vers la nature. Vous commencez à avoir faim, les filles? C'est que des filles? Il y a les agneaux avec, mais tous les mâles, on va les manger, donc on dit les filles. Il n'y a que les brebis. Hein. Les béliers, je les mets le 15. Les agneaux, je les vends en AMAP. C'est quoi une AMAP? Donc c'est des associations de consommateurs qui se sont réunis autour de maraîchers, principalement en agriculture biologique. Et du coup, moi, je profite de ces associations pour proposer ma viande et la vendre directement aux consommateurs. Mettre dans un circuit court? D'être dans un circuit court, local, et qui se pose des questions sur l'agriculture de demain, sur le respect de l'environnement. Parce que si je vendais à des groupements, bah, je me ferais bien enfler. On va traverser l'autoroute là. On va couper la circuit sur l'autoroute.
Non. Bah tiens, tu vas voir. Non, je rigole. On passe en dessous. On se plante pas. 204. Zut. Ah, voilà. Donc, on passe sous l'autoroute, on continue tout droit. Là, on fait une transhumance, on arrive ici, je suis content. Je sais que là, pendant un mois, elles vont s'en mettre plein la panse. C'est très bien pour rentrer dans l'hiver. Et tu vis toute l'année dehors? Je vis toute l'année avec mon troupeau, ouais. D'accord. Le rôle du mouton est de conserver l'espace ouvert, d'empêcher l'embroussaillement. Et ce milieu naturel, si on ne l'entretient pas, il se referme, donc on perd la biodiversité associée. Ouais. Donc c'est soit les moutons, soit les débroussailleuses. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux? Écologiquement, qu'est-ce qui se tient le mieux pour protéger la biodiversité liée au milieu ouvert? Ouais. Je me vois bien pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être plus, en forêt de Fontainebleau, à faire de l'élevage. Voilà. Je te le souhaite. Ouais. Pour rester avec son troupeau au cœur de la forêt, Alexandre a adopté un mode de vie nomade. Il est aujourd'hui le seul véritable habitant permanent de la forêt, qu'il parcourt au gré des transhumances. Comme Alexandre et son troupeau, la forêt de Fontainebleau est une grande voyageuse. Son sable est si pur que, transformé en verre, il part pour les étoiles. Ses rochers viennent paver le trottoir de nos rues. Ses bois créent de nouveaux planchers ou de nouvelles charpentes. Ses graffitis voyagent dans le temps et ses croyances traversent l'histoire. Les hommes visitent et pratiquent la forêt. Ils la sculptent, y gravent leurs témoignages. Ils l'observent, l'exploitent et la dessinent, génération après génération. Cette grande balade m'a permis de composer un nouveau tableau de la forêt de Fontainebleau, que je croyais connaître. Alors que mon voyage prend fin, que l'hiver impatient s'invite par surprise sur les couleurs d'automne, la forêt semble nous observer, bienveillante, en nous murmurant à l'oreille que c'est le même monde que nous partageons.